66 millions d'années. Voilà combien de temps sépare cet instant précis du moment dont nous allons parler. 66 millions d'années de silence, de roches, de poussière et d'oubli. Et pourtant, ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas une légende. Ce n'est pas une fiction. C'est une reconstitution scientifique fondée sur des centaines de fossiles, des milliers d'heures d'analyse en laboratoire, des scanners tomodensitométriques, des modélisations biomécaniques par ordinateur et le travail acharné de générations de paléontologues qui ont consacré leur vie entière à comprendre une seule créature. Une créature qui a dominé la Terre comme aucune autre avant elle. Imaginez-vous debout, à l'aube, dans ce qui deviendra un jour l'Amérique du Nord. Mais en ce moment précis, ce continent n'existe pas encore sous cette forme. La chaîne des Rocheuses est en train de se soulever. La mer de Berpo, une mer intérieure peu profonde qui coupait le continent en deux du nord au sud, est en train de reculer lentement. Le ciel est voilé d'une brume chaude et humide. La température ne descend jamais vraiment. Même la nuit, l'air est lourd, épais, chargé d'odeurs de végétation en décomposition, de boue, de résine et de quelque chose d'autre. Quelque chose de plus ancien. Quelque chose que votre cerveau de primate moderne reconnaît sans pouvoir le nommer. La peur. Parce que quelque part dans cette obscurité tiède, quelque chose respire, quelque chose de très grand. Nous sommes au Crétacé supérieur, précisément dans ce que les géologues appellent l'étage maastrichtien. La planète est plus chaude qu'aujourd'hui de 6 à 8 degrés en moyenne. Il n'y a pas de glace au pôle. Les forêts de conifères, de fougères arborescentes et de plantes à fleurs, les angiospermes, apparus seulement quelques dizaines de millions d'années auparavant, recouvrent d'immenses étendues. Les magnolias et les palmiers poussent à des latitudes qui aujourd'hui seraient recouvertes de neige. C'est un monde luxuriant, violent, saturé de vie sous toutes ses formes. Et au sommet absolu de ce monde se trouve lui, Tyrannosaurus rex. Avant d'aller plus loin, arrêtons-nous un instant sur ce que ce nom signifie réellement. Tyrannosaurus rex. Lézard tyran roi. Deux superlatifs collés ensemble, comme si un seul ne suffisait pas. Et la vérité, c'est qu'il ne suffit effectivement pas, parce que ce que nous savons aujourd'hui de cet animal dépasse de loin ce que Hollywood a jamais osé montrer, et en même temps, contredit presque tout ce que vous croyez savoir sur lui. Il ne ressemblait pas tout à fait à ce que vous voyez dans Jurassic Park. Il ne se comportait pas comme ça non plus. Et les 24 heures que nous allons traverser ensemble, heure par heure, sensation par sensation, vont vous montrer pourquoi Tyrannosaurus rex est peut-être la créature la plus extraordinaire, la plus complexe et la plus mal comprise de toute l'histoire de la vie sur Terre. Mais d'abord, qui était-il vraiment? Le premier fossile attribué à ce qui allait devenir Tyrannosaurus rex a été décrit en 1902 par le paléontologue américain Edward Drinker Cope, qui avait identifié quelques vertèbres fragmentaires sans réaliser à quoi elles appartenaient. C'est Henry Fairfield Osborn, du Musée américain d'histoire naturelle de New York, qui a officiellement nommé l'espèce en 1905, après la découverte de spécimens bien plus complets dans le Montana et le Wyoming. Il écrivait alors que cet animal représentait le roi absolu des carnivores terrestres. 120 ans plus tard, la science lui a globalement donné raison, tout en ajoutant des nuances qu'Osborn n'aurait jamais imaginées. À ce jour, on dénombre environ 50 spécimens relativement complets de Tyrannosaurus rex, découverts principalement dans la formation de Hell Creek, qui s'étend sur ce qui est aujourd'hui le Montana, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud et le Wyoming, ainsi que dans la formation de Lance et quelques autres dépôts sédimentaires du même âge. Certains de ces spécimens sont célèbres. Sioux, le squelette le plus complet jamais découvert, exposé au Field Museum de Chicago. Scotty, le plus grand individu connu, dont les restes ont été mis au jour en Saskatchewan, au Canada. Stan, dont la réplique trône dans de nombreux musées à travers le monde. Et le récent spécimen de Céleste, encore en cours d'étude. Chaque nouvel os trouvé, chaque nouvelle analyse isotopique, chaque nouveau scanner modifie légèrement, ou parfois radicalement, notre portrait de cet animal. Et c'est précisément ce portrait vivant, ce portrait en mouvement, que nous allons construire aujourd'hui. Nous allons suivre un individu particulier. Un mâle adulte, dans la force de l'âge, entre 25 et 28 ans, ce qui pour un tyrannosaure représente l'apogée de la vie et le début du déclin. Il mesure environ 12 mètres de la gueule à l'extrémité de la queue.
Sa masse corporelle se situe, selon les estimations actuelles fondées sur la modélisation volumétrique, publiée notamment dans le Journal of Vertebrate Paleontology, entre 8 et 9 tonnes. Son crâne seul mesure plus d'1,50 m. Il porte des cicatrices, plusieurs, bien visibles sur ce que nous pourrions voir de lui si nous étions assez fous pour regarder. Une vieille fracture consolidée sur la troisième côte droite, des marques d'ongles d'un autre tyrannosaure sur le museau, depuis longtemps guéri, et quelque chose de plus récent sur la cuisse gauche qui le fait légèrement boiter quand il accélère. Il a survécu à des choses que peu de ses congénères ont traversées. Il est 6 heures du matin, heure locale, même si cette notion n'a évidemment aucun sens pour lui. Le soleil commence à percer la brume au-dessus de la ligne des araucariens et des séquoias primitifs. Et il vient de se réveiller. Maintenant, avant d'avancer d'une seule minute dans cette journée, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Quelque chose que la science a mis des décennies à accepter et que le grand public ignore encore largement. Tyrannosaurus rex n'était pas un reptile à sang-froid. Pendant la majeure partie du XXe siècle, on a représenté les dinosaures comme des créatures lentes, léthargiques, dont le métabolisme dépendait entièrement de la chaleur extérieure, comme un lézard moderne qui attend au soleil avant de pouvoir bouger. Cette image est fausse, elle est même profondément fausse. Une étude publiée dans la revue Science en 2022, menée par une équipe de l'Université de Californie à Berkeley, a analysé la composition isotopique des os de plusieurs tyrannosaures et d'autres dinosaures. Les résultats ont été sans appel. Tyrannosaurus rex présentait des températures corporelles internes, cohérentes avec un métabolisme mésotherme avancé, quelque part entre les reptiles à sang froid et les oiseaux à sang chaud d'aujourd'hui, mais nettement plus proches des seconds. D'autres recherches, fondées sur la microstructure osseuse, les lignes de croissance rapide visibles en coupe transversale, confirment que les jeunes tyrannosaures grandissaient à une vitesse proprement stupéfiante, jusqu'à 2 kg par jour pendant leurs années de croissance maximale. Aucun animal véritablement ectotherme n'est capable d'un tel rythme. Cela implique un système métabolique puissant, une production de chaleur interne significative et probablement, même si cela reste débattu, une capacité à maintenir une température corporelle relativement stable, indépendamment de l'environnement. En d'autres termes, il était en partie chaud et il brûlait de l'énergie en conséquence. Ce qui signifie qu'il avait besoin de manger, régulièrement, massivement. Ce qui nous ramène à l'aube. À ces premières lueurs d'un matin de novembre, la saison est importante, nous y reviendrons, dans ce qui sera un jour le nord-est du Montana. Il se lève. Pas d'un bond, pas avec la fluidité d'un prédateur de film d'action. La mécanique de relèvement d'un animal de 9 tonnes est une affaire sérieuse, et des études biomécaniques publiées par l'équipe du paléontologue John Hutchinson à l'Imperial College de Londres ont montré que le simple fait de passer de la position couchée à la position debout mobilisait un effort musculaire considérable. Il bascule d'abord sur le côté, ses 2 petits membres antérieurs, ses bras que l'on a si souvent moqués, jouant probablement un rôle de stabilisation au sol, un rôle bien réel malgré leur taille dérisoire. Puis ses 2 piliers de pattes arrière, chacun soutenu par des muscles fémoro-tibiaux d'une puissance sans équivalent dans la nature terrestre actuelle, le propulsent vers le haut. Il est debout. Et le monde, autour de lui, change immédiatement. Parce qu'un Tyrannosaurus rex debout n'est pas seulement un grand animal, c'est une perturbation écologique à lui seul. Les oiseaux, car oui, il y a déjà des oiseaux au Crétacé supérieur, de véritables oiseaux, descendants directs des dinosaures théropodes, s'envolent en silence des branches proches. Quelque chose de petit et de poilu, un multituberculé, l'un de ces petits mammifères nocturnes qui survivent en évitant soigneusement tout ce qui est grand, disparaît dans les fougères sans un bruit. Même les insectes semblent s'arrêter. Il inspire. Et c'est ici que commence véritablement notre histoire. Parce que le nez de Tyrannosaurus rex, ou plutôt ce que la science moderne nous dit de ses capacités olfactives, est peut-être la chose la plus fascinante et la plus terrifiante de toute son anatomie. Une étude pionnière publiée dans le Proceedings of the Royal Society B a examiné les bulbes olfactifs de plusieurs espèces de dinosaures par reconstruction tomodensitométrique des cavités crâniennes. Le résultat, pour T-Rex, était stupéfiant. Ces bulbes olfactifs étaient proportionnellement parmi les plus développés de tous les dinosaures connus, comparables, en termes relatifs, à ceux des vautours modernes, qui peuvent détecter une carcasse à des kilomètres de distance. En ce moment précis, debout dans l'air humide de ce matin crétacé, il perçoit des dizaines d'informations simultanées.
La direction du vent. La présence d'eau à environ 400 mètres à l'est. L'odeur d'un troupeau de hadrosaures, des Edmontosaurus probablement, qui a dormi à moins d'1,5 km vers le nord-ouest. Et quelque chose d'autre, plus ténu, qui accroche ses récepteurs olfactifs comme une épine dans le tissu. L'odeur de la mort. Pas fraîche, vieille d'au moins 2 jours, une carcasse quelque part. Il tourne la tête. Ses yeux, et c'est encore un point sur lequel la science a dû réviser ses certitudes, ses yeux sont face à face, orientés vers l'avant, offrant un champ de vision binoculaire d'environ 55 degrés selon les reconstitutions crâniennes publiées par Kent Stevens de l'Université de l'Oregon. Ce champ binoculaire, qui permet une perception précise de la profondeur et de la distance, est comparable à celui d'un aigle moderne. Bien meilleur que le vôtre au passage. Bien meilleur que celui de n'importe laquelle de ses proies. Il voit, il sent, et il décide. Pas consciemment, pas au sens où nous entendons ce mot, mais quelque chose dans l'architecture neuronale de ce cerveau, plus développé qu'on ne l'a longtemps cru, avec des lobes cérébraux correspondant au traitement olfactif et visuel très largement développés, selon les études de la paléoneurologue Amy Balanoff au Johns Hopkins University, quelque chose dans ce câblage ancien prend une décision. Il va d'abord vers l'eau. Parce qu'un animal de 9 tonnes a des besoins hydriques considérables, et que la priorité, au réveil, avant même la chasse, est de s'hydrater. Il commence à marcher. Et c'est là que s'arrête le chapitre de l'aube. Parce que dans quelques instants, nous allons entrer dans les heures les plus complexes, les plus révélatrices et les plus dangereuses de cette journée. Les heures où Tyrannosaurus rex n'est pas seulement un prédateur, il est aussi une cible. Il marche. Et déjà, dans ce seul fait, il y a une révolution scientifique entière. Pendant des décennies, on a imaginé Tyrannosaurus rex comme une créature capable de sprint foudroyant. Les films en ont fait un prédateur ultra rapide, capable de dépasser une Jeep en pleine accélération. La scène est gravée dans la mémoire collective. Elle est aussi, selon la quasi-totalité des études biomécaniques modernes, profondément inexacte. En 2017, une équipe de chercheurs dirigée par William Sellers de l'Université de Manchester a publié dans PeerG une modélisation informatique de la locomotion de Tyrannosaurus rex fondée sur la reconstruction musculaire complète de ses membres postérieurs. Le verdict était sans appel. À vitesse maximale, un adulte de 9 tonnes pouvait atteindre environ 19 à 20 km/h. Peut-être 25 dans les estimations les plus optimistes, publiées notamment par une équipe du University of Alberta. Au-delà, les contraintes mécaniques sur les os des membres inférieurs, en particulier le tibia et le péroné, auraient été trop importantes. Les os auraient simplement rompu sous le choc. 20 km/h. C'est moins vite qu'un cycliste amateur. C'est moins vite qu'un cheval au trot. C'est même moins vite qu'un être humain en bonne condition physique sprint sur 100 mètres. Et pourtant, il était au sommet de la chaîne alimentaire sans partage possible. Comment est-ce possible? C'est l'une des grandes questions de la paléontologie moderne, et nous allons y répondre, mais pas tout de suite. Pour l'instant, suivons-le, observons sa démarche, parce qu'elle est en elle-même une leçon de biomécanique. Sa queue, rigide, horizontale, servant de contrepoids à l'immense masse de sa tête, oscille légèrement à chaque foulée. Sa posture est celle d'un oiseau géant, corps presque horizontal, centre de gravité directement au-dessus des hanches. Ce n'est pas la posture dressée, quasi humaine, des vieilles illustrations du début du XXe siècle. C'est quelque chose de beaucoup plus efficace, beaucoup plus aérodynamique dans un sens. Chaque pas engage une chaîne musculaire d'une complexité stupéfiante. Les muscles iliotibiales, les gastrocnémiens, les muscles de la queue qui servent également à la propulsion. Des recherches publiées dans le Journal of Anatomy ont démontré que les muscles caudofémoraux de T-Rex, ceux qui reliaient la base de la queue au fémur, représentaient à eux seuls une masse musculaire colossale, contribuant significativement à la puissance de chaque foulée. Il marche à environ 6 km/h. Son pas mesure 3,5 mètres. Chaque pas fait légèrement trembler le sol. Pas métaphoriquement, littéralement. Des études sur les empreintes de tyrannosaures conservées dans plusieurs formations sédimentaires, notamment dans la formation de Laramie au Colorado, ont permis d'estimer la pression exercée par chaque pied
à plusieurs tonnes par centimètre carré de surface de contact. Le sol, s'il est meuble, garde la mémoire de son passage pendant des millions d'années. Certaines de ces empreintes, nous les avons retrouvées. Elles sont là, dans des musées ou encore dans la roche, témoins silencieux d'une marche ordinaire, un matin d'il y a 66 millions d'années. Il longe une ligne de végétation dense, des fougères arborescentes de 3 à 4 mètres de haut, des cycas trapus, et par endroits des massifs de plantes à fleurs dont certaines ressembleraient vaguement, à vos yeux, à des magnolias sauvages. La forêt crétacée n'est pas la forêt que vous imaginez. Elle est à la fois familière et profondément étrange. Familière parce que les plantes à fleurs, apparues environ 100 millions d'années avant notre instant, ont déjà largement colonisé les zones ouvertes et les lisières. Étrange parce que les conifères dominants ne ressemblent à rien de ce qui pousse aujourd'hui, et parce que l'air lui-même contient une concentration en oxygène légèrement différente, dans un mélange atmosphérique que vos poumons reconnaîtraient, mais que votre cerveau trouverait légèrement déconcertant. Il s'arrête, brusquement, pas à cause d'un danger visible, pas à cause d'un bruit, à cause d'une odeur. Quelque chose a traversé ici récemment, quelque chose de grand, d'herbivore, dont l'odeur musquée et végétale accroche ses récepteurs nasaux avec une précision redoutable. Probablement un tricératops. L'empreinte olfactive est encore fraîche, moins de 2 heures. Sa tête pivote lentement. Ses narines analysent le flux d'air avec cette efficacité que les chercheurs comparent, fonctionnellement, à celle d'un requin blanc détectant une molécule de sang dans des millions de litres d'eau. Il ne suit pas la piste. Pas maintenant, pas encore. Il a soif. Et la mécanique de ses priorités biologiques, encodée dans ses ganglions basaux, dans ce cerveau reptilien fondamental qui gouverne ses comportements instinctifs, lui dit que l'eau passe en premier. Il repart. La mare, car c'est vers une mare qu'il se dirige, une étendue d'eau peu profonde et bourbeuse, bordée de prêles géantes et d'une végétation semi-aquatique dense, est maintenant à moins de 200 mètres. Il l'aperçoit pleinement maintenant. Pas seulement l'odeur de l'eau, mais les sons qui l'accompagnent. Les appels des oiseaux crétacés qui l'abordent. Le clapotis régulier de quelque chose qui boit de l'autre côté. Quelque chose de lourd, de lent, d'herbivore. Il ralentit. Instinctivement, sans décision consciente. Il ralentit parce que l'approche silencieuse est encodée dans sa biologie aussi profondément que la respiration. Ce que nous observons ici est fascinant. Un prédateur qui va simplement s'hydrater adopte automatiquement les comportements d'un chasseur à l'affût. La frontière entre les deux états, repos et chasse, est floue chez Tyrannosaurus rex. Peut-être plus floue que chez tout autre grand prédateur connu. Parce que pour un animal de cette masse, chaque interaction avec l'environnement est potentiellement une opportunité alimentaire. Et le corps le sait, avant même que quoi que ce soit ressemblant à une intention se forme. Il contourne la végétation semi-aquatique par la gauche, et il voit. De l'autre côté de la mare, à une centaine de mètres, un Edmontosaurus annectens est en train de boire. Un adulte. Probablement femelle, à en juger par la morphologie générale de sa silhouette, telle que les reconstructions paléontologiques nous permettent de la visualiser. Environ 4 tonnes, 4 mètres de haut au garrot. Sa longue tête de hadrosaure, ces dinosaures à crête ou à bec de canard qui représentaient l'une des formes de vie les plus abondantes du Crétacé terminal, est inclinée vers l'eau. Elle boit, sans méfiance apparente, son flanc se soulevant et s'abaissant lentement au rythme de sa respiration. Elle ne l'a pas encore vu. Elle ne l'a pas encore senti non plus. Il est sous le vent. Mais elle va le sentir très bientôt, parce que lui non plus ne fait pas vraiment d'efforts pour se dissimuler. Il s'avance vers l'eau calmement, directement, sans chercher à se cacher derrière la végétation. Et voilà quelque chose d'important à comprendre sur la psychologie prédatrice de Tyrannosaurus rex. Il n'est pas un chasseur à l'embuscade au sens strict du terme. Il n'est pas un tigre, il n'est pas une panthère, il n'a pas évolué pour la dissimulation et le sprint final. Il a évolué pour l'intimidation absolue. Quelques secondes passent. L'Edmontosaurus relève la tête. Et là, et on peut presque sentir le moment, le distinguer même à travers 66 millions d'années de roches et d'oubli, elle le voit. Ce qui se passe dans le cerveau d'un Edmontosaurus à cet instant précis est difficile à modéliser avec certitude. Mais les données comportementales tirées de l'étude de ses descendants évolutifs les plus proches, les oiseaux, en particulier les anatidés,
et de ses cousins herbivores modernes suggèrent une chose. La peur est immédiate, totale et paralysante pendant exactement une fraction de seconde. Puis elle court. Elle se redresse brusquement, projetant une gerbe d'eau boueuse, et elle prend la fuite vers la forêt avec cette vitesse surprenante que les hadrosaures pouvaient développer. Jusqu'à 45 km/h en sprint court selon les modélisations publiées dans PLOS ONE. Ses pattes arrière puissantes frappant le sol détrempé, sa lourde queue oscillant furieusement pour maintenir l'équilibre. Et lui, il la regarde partir. Il ne court pas. Il ne l'a pas pourchassée. Il s'avance vers la mare et commence à boire. Est-ce de l'indifférence? De la satiété? Une évaluation froide du rapport coût-bénéfice d'une chasse dans des conditions défavorables? La science ne peut pas répondre avec certitude à cette question. Mais ce que les analyses biomécaniques et les données sur les dépenses énergétiques des grands prédateurs modernes nous disent est ceci. Pour un animal de 9 tonnes, se lancer dans une course à grande vitesse représente un coût énergétique colossal. Un coût qui ne se justifie que si les chances de succès sont significatives. Une proie déjà en fuite, prévenue, sur un terrain semi-aquatique défavorable aux grands prédateurs. Non, pas maintenant, pas pour ça. Il boit. Sa tête s'incline vers l'eau. Sa mâchoire inférieure, articulée différemment de celle d'un mammifère, selon les analyses de l'articulation crânio-mandibulaire, publiées par Casey Holliday de l'Université du Missouri, s'ouvre et se referme en séquence régulière. Il absorbe probablement des dizaines de litres en quelques minutes. Un animal de cette masse, avec ce niveau d'activité métabolique, requiert une hydratation quotidienne que nous ne pouvons qu'estimer, mais qui se chiffre vraisemblablement en dizaines de litres. Il boit, et autour de lui le monde crétacé reprend son souffle. Les oiseaux reviennent progressivement. Un groupe de petits ornithopodes, peut-être des Tesselosaurus, ces petits dinosaures discrets et efficaces, qui vivaient dans les zones boisées de la formation de Hell Creek, passe furtivement à la lisière de la végétation, à 150 mètres, sans s'approcher mais sans fuir non plus. Ils l'ont vu. Ils savent où il est. Ils maintiennent leur distance de sécurité avec une précision qui ressemble presque à de la géométrie. Et puis, quelque chose d'inattendu. Un bruit. Pas de la forêt, pas de la mare. De derrière lui. Un bruit profond, guttural, modulé. Un son qui n'est pas un rugissement. Les dinosaures ne rugissaient probablement pas, selon les reconstitutions des appareils vocaux basés sur les analogies avec les crocodiliens et les oiseaux modernes, leurs descendants. Ce son ressemblait davantage à quelque chose entre le grondement sourd d'un alligator et le bourdonnement infrasonique d'une colombe géante. Des sons produits en circuit fermé, sans ouverture de la gueule, transmis en partie par les os du crâne et de la mâchoire. Ce son, il le connaît. Il le connaît parce qu'il l'a déjà produit lui-même, et parce que ce son, dans le répertoire de communication de Tyrannosaurus rex, un répertoire dont nous commençons tout juste à entrevoir la complexité grâce aux études comparatives avec les crocodiliens et les ratites modernes, signifie quelque chose de très précis. Il y a un autre tyrannosaure dans les parages. Il se retourne lentement. Et c'est là que nous allons nous arrêter pour ce deuxième chapitre. Parce que ce que notre tyrannosaure va faire dans les prochaines minutes, ce que ce deuxième signal va déclencher dans son comportement, va révéler quelque chose que la paléontologie a mis un siècle à accepter et que le grand public ignore presque complètement. Tyrannosaurus rex n'était peut-être pas un solitaire. Il ne bouge pas immédiatement. Il reste là, au bord de la mare, sa masse de 9 tonnes parfaitement immobile, sa tête tournée en direction du son. Et dans cette immobilité, il y a quelque chose de profondément, presque inconfortablement intelligent. Pas d'agitation, pas de charge impulsive, une évaluation. Froide, méthodique, fondée sur des informations que ses sens collectent en temps réel, avec une précision que nos instruments scientifiques les plus sophistiqués ont du mal à égaler. Il analyse. Le son vient de la lisière nord-est de la forêt, à environ 250 mètres. L'odeur, parce que l'odeur arrive maintenant, portée par un léger changement de direction du vent, est celle d'un congénère. Pas d'un juvénile, pas d'un subadulte, d'un adulte. Mais un adulte différent, plus léger peut-être, ou simplement différent dans sa signature chimique individuelle, cette empreinte olfactive unique que chaque animal porte comme une identité biologique. Et maintenant, la question qui va occuper les prochaines minutes de cette journée crétacée est aussi ancienne que la vie elle-même. Amis
ou ennemi? Avant de répondre, avant même que lui réponde, il faut faire une pause et parler de quelque chose que la paléontologie a longtemps refusé de considérer sérieusement. La vie sociale de Tyrannosaurus rex. Pendant la quasi-totalité du XXe siècle, le consensus scientifique était clair. T-Rex était un solitaire absolu. Un prédateur de sommet qui ne tolérait la présence d'aucun congénère, sauf pour se reproduire, et encore. Cette vision était logique, cohérente avec ce que nous savions des grands prédateurs terrestres modernes. Lions mis à part, les grands carnivores solitaires sont la règle plutôt que l'exception. Et elle correspondait à une certaine image romantique, presque mythologique, du tyran solitaire régnant sur son territoire. Puis les données ont commencé à s'accumuler. Et elles ne correspondaient plus tout à fait à ce tableau. En 2021, une étude publiée dans la revue PeerG et conduite par une équipe dirigée par le paléontologue Alan Titus du Bureau of Land Management de l'Utah a décrit une découverte extraordinaire faite dans la formation de Kaiparowitz, dans ce qui est aujourd'hui le Grand Staircase Escalant National Monument. Dans un même site, dans des sédiments déposés simultanément, c'est-à-dire que tous les individus sont morts au même moment ou presque, gisaient les restes de plusieurs tyrannosaures apparentés à T-Rex, de taille et d'âge variés. Des adultes, des subadultes, des juvéniles, ensemble, au même endroit, au même moment. Une coïncidence? Peut-être. Les paléontologues sont prudents, mais ce n'est pas la seule occurrence. Des traces de pas, des pistes de tyrannosaures, découvertes dans la formation de Wapiti, en Colombie-Britannique canadienne, montraient des individus de tailles différentes se déplaçant dans la même direction, leurs empreintes suffisamment rapprochées pour suggérer une proximité temporelle et spatiale difficile à expliquer par la seule coïncidence. Et puis, il y a les marques de morsures. Sur de nombreux ossements de tyrannosaures adultes, les crânes en particulier, on trouve des marques de dents de T-Rex, des blessures cicatrisées, ce qui signifie que l'animal les a survécues, des blessures infligées par un congénère. Cela peut indiquer des combats territoriaux violents, ce qui est cohérent avec un comportement solitaire. Mais certaines de ces marques, analysées par la paléontologue Megan Strong et ses collègues, présentent des patterns qui évoquent davantage une interaction sociale complexe qu'un combat mortel. La science ne dit pas que Tyrannosaurus rex vivait en meute comme un loup, mais elle dit, avec une prudence croissante, que sa vie sociale était peut-être plus nuancée que nous ne l'avons longtemps supposé. Et notre individu, au bord de cette mare crétacée, est en train de vivre précisément cette nuance. L'autre tyrannosaure émerge de la lisière, lentement, sans précipitation, dans une démarche qui, et cela est remarquable, est délibérément non agressive. La tête n'est pas basse dans une posture de charge. La queue n'est pas rigidement élevée dans un signal de domination. L'animal avance avec une sorte de neutralité calculée, comme s'il annonçait sa présence sans prendre de position. C'est une femelle. Nous le savons, ou plutôt la science nous permet de le déduire, grâce aux travaux récents sur le dimorphisme sexuel de Tyrannosaurus rex. Pendant longtemps, on a cru que les deux morphes identifiés dans la population, un morphe gracile et un morphe robuste, avec des différences notables dans la structure du bassin et la robustesse des membres, correspondaient simplement à des variations individuelles. Mais une étude de 2016, publiée dans Scientific Reports par Holly Woodward et ses collègues, combinant analyse ostéologique et histologie osseuse, a suggéré que les individus présentant un bassin plus large et des membres proportionnellement plus robustes étaient probablement des femelles, une morphologie cohérente avec les contraintes de la ponte chez un animal de cette taille. La femelle qui s'avance maintenant est légèrement plus grande que lui, ou du même gabarit, difficile à dire précisément. Mais elle est robuste, massive, avec ce bassin caractéristique qui s'écarte légèrement quand elle marche. Elle est vieille aussi. Des cicatrices traversent sa gueule, et l'une de ses dents antérieures gauche, une des plus grandes, présente cette fracture horizontale caractéristique d'un impact violent contre quelque chose de très dur. Un os, probablement. Peut-être un tricératops. Elle s'arrête à environ 40 mètres. Et là se joue quelque chose que nous ne pouvons observer qu'indirectement, par déduction et analogie avec les comportements des crocodiliens et des grands oiseaux modernes, les descendants les plus proches des dinosaures non aviens, mais qui constituent néanmoins
l'un des moments les plus fascinants de cette journée. Ils communiquent, pas avec des mots, pas avec des rugissements cinématographiques, avec des sons infrabasses que vous ne pourriez pas entendre si vous étiez là. Vous ne les sentiriez que dans votre poitrine, comme une vibration sourde et continue, avec des postures, avec la direction de leur regard, avec la position de leur queue, avec cette chimie olfactive complexe que chaque individu émet en continu et que l'autre lit comme un texte. Les crocodiliens modernes, les parents les plus proches des dinosaures parmi les reptiles vivants, possèdent des répertoires de communication bien plus sophistiqués qu'on ne le croyait il y a encore 30 ans. Ils émettent des sons dans des registres infrasons, ils utilisent des signaux chimiques, ils ont des comportements d'affichage élaborés. Il n'y a aucune raison de penser que les tyrannosaures, avec leur cerveau plus développé et leur structure sociale potentiellement plus complexe, en étaient incapables. Bien au contraire. Ce qui se passe entre ces deux individus, en ce moment, a peut-être une longue histoire derrière lui. Peut-être se connaissent-ils. Ce n'est pas une idée romanesque, c'est une déduction biologique raisonnable. Les grands prédateurs terrestres ont des domaines vitaux qui se chevauchent partiellement avec ceux des individus voisins. Ils se croisent, ils s'évaluent, ils développent, au fil du temps et des rencontres répétées, quelque chose qui ressemble fonctionnellement à une familiarité. Pas de l'affection au sens humain du terme, mais une connaissance précise du statut, de la taille, des capacités et des intentions de l'autre. Une carte sociale inscrite dans la mémoire olfactive et visuelle. Les secondes passent, puis la femelle fait quelque chose d'inattendu. Elle se détourne légèrement, pas en fuite, pas en soumission, mais avec cette rotation du corps qui, chez de nombreux grands animaux, signifie la désescalade, l'absence d'intention agressive, et elle s'avance vers la mare. À une trentaine de mètres de lui, elle commence à boire. 2 tyrannosaures adultes au bord de la même mare, en même temps, sans se combattre. Prenez un instant pour mesurer ce que cela implique. Ces deux animaux, qui pourraient se blesser mutuellement de manière catastrophique, un coup de mâchoire de Tyrannosaurus rex peut exercer une force de morsure estimée entre 35 000 et 57 000 newtons, selon l'étude de Gregory Erickson de l'Université d'État de Floride, publiée dans Scientific Reports. Ces deux animaux ont évalué la situation et conclu indépendamment que la confrontation n'était pas dans leur intérêt. C'est du calcul, c'est de l'évaluation. C'est, dans la mesure où ces termes s'appliquent à un cerveau crétacé, de la sagesse. Il finit de boire. Il l'observe un moment, pas avec l'attention d'un prédateur évaluant une proie, mais avec quelque chose de différent, de moins facilement catégorisable. Puis il se retourne et repart vers la forêt, dans la direction nord-ouest, là où l'odeur du troupeau d'Edmontosaurus flotte encore dans l'air matinal. La femelle boit, seule maintenant au bord de la mare. Et lui entre dans la forêt. Le soleil est maintenant plus haut. Il est environ 8 heures du matin. La brume se dissipe lentement. La température monte, déjà lourde, déjà collante. Dans les sous-bois, des insectes, des libellules géantes, des coléoptères dont certaines espèces existent depuis le Jurassique, tourbillonnent dans les colonnes de lumière qui filtrent entre les feuilles. Des lézards minuscules courent sur les troncs couverts de mousse, et lui marche, nord-ouest, vers le troupeau. Mais la forêt crétacée n'est pas un couloir vide qu'on traverse sans encombre. C'est un système vivant d'une densité et d'une complexité extraordinaires, et chaque mètre parcouru est une négociation silencieuse avec l'environnement. À 200 mètres dans la forêt, il passe à proximité d'un nid. Pas le sien. Le nid d'un ankylosaurus, ou plutôt ce qui reste de ce nid. Les œufs ont éclos depuis des semaines, et la femelle ankylosaurus qui montait la garde est partie avec ses petits. Mais l'odeur du nid est encore présente, et notre tyrannosaure la lit sans s'arrêter. Information enregistrée, classée, inutile pour l'instant. L'ankylosaurus. Il faut en parler parce que c'est l'une des créatures les plus extraordinaires du Crétacé terminal, et parce que dans quelques heures, notre tyrannosaure va peut-être en rencontrer un. Ce dinosaure blindé, recouvert de plaques osseuses dermiques soudées en une armure naturelle, et portant à l'extrémité de sa queue une massue osseuse solide comme de la roche, représente l'une des rares créatures de l'époque qui n'est pas simplement une proie potentielle pour T-Rex. C'est un adversaire sérieux. Des études biomécaniques publiées dans les Proceedings of the Royal Society B par Victoria Harbour de l'Université de Colombie-Britannique ont montré que la massue caudale d'Ankylosaurus magniventris
pouvait frapper avec une force suffisante pour fracturer les os du pied ou du tibia d'un tyrannosaure adulte. Une blessure au pied pour un animal de 9 tonnes qui se déplace uniquement sur ses membres postérieurs. C'est une condamnation à mort à court ou moyen terme. L'infection, la famine, la vulnérabilité. Notre individu porte une vieille cicatrice sur la cuisse gauche. Est-ce qu'elle vient d'un ankylosaurus? Nous ne pouvons pas le savoir avec certitude. Mais il est significatif de noter que parmi les ossements de tyrannosaures adultes, retrouvés avec des fractures consolidées des membres inférieurs, et il y en a plusieurs, dont certains décrits dans les collections du Royal Tyrrell Museum of Paleontology de Drumheller, en Alberta. Une proportion non négligeable présente des lésions compatibles avec un impact contondant à haute énergie. Il connaît les ankylosaurus. Il les connaît de la manière la plus directe qui soit. Et il les contourne. Mais cette précaution instinctive, cette cartographie mentale des dangers que l'environnement lui présente, illustre quelque chose d'essentiel sur la vie d'un prédateur de sommet. Être au sommet de la chaîne alimentaire ne signifie pas être invulnérable. Cela signifie gérer un risque permanent avec suffisamment d'efficacité pour survivre. La forêt s'éclaircit légèrement. Il émerge en lisière d'une plaine ouverte, couverte de végétation basse, des fougères, des plantes à fleurs rampantes, des buissons épineux dont certains atteignent 2 mètres. Au loin, la ligne sombre d'une autre forêt. Et entre les deux, visibles même à cette distance, les silhouettes massives d'un troupeau. Des Edmontosaurus. Une vingtaine d'individus, peut-être plus. Adultes, subadultes, juvéniles mélangés dans la composition mixte typique des hadrosaures grégaires. Ils broutent, se déplacent lentement, les uns surveillant tandis que les autres mangent, dans cette rotation de vigilance collective que les animaux grégaires ont inventée bien avant les primates. Ils s'arrêtent à la lisière des arbres et observent. Ce moment d'observation calme, méthodique, avant toute décision, est peut-être le plus révélateur de tous sur la nature réelle de Tyrannosaurus rex. Parce que ce n'est pas le comportement d'une machine à tuer aveugle, c'est le comportement d'un chasseur qui évalue, qui calcule, qui attend le bon moment. Il évalue le troupeau, et dans cette évaluation, quelque chose attire son attention. Un individu en bordure du groupe, un subadulte, plus petit que les adultes mais déjà imposant, peut-être 2 tonnes et demie. Et ce subadulte boite légèrement de la patte arrière droite. Une blessure récente peut-être, ou une pathologie chronique. Peu importe la cause, le résultat est là. Cet individu est plus lent que les autres, moins mobile, moins capable de produire l'effort de sprint qui constitue la seule défense réelle d'un hadrosaure contre ce prédateur. La sélection naturelle est en train de se lire, en temps réel, dans le comportement d'un animal mort depuis 66 millions d'années. Il attend. Le soleil monte encore. Il est 9 heures du matin. Et la chasse n'a pas encore commencé. Mais dans les minutes qui viennent, tout va changer. Parce que ce troupeau n'est pas aussi inattentif qu'il y paraît. Et parce que l'Edmontosaurus boiteux n'est pas le seul à avoir remarqué quelque chose à la lisière des arbres. Il y a un moment, dans toute chasse, où l'issue est déjà décidée. Pas au moment de l'attaque, pas au moment du contact, bien avant. Dans les secondes silencieuses qui précèdent le mouvement, quand le prédateur et la proie existent encore dans 2 mondes séparés, l'un qui sait, l'autre qui ne sait pas encore. Ce moment a un nom dans la littérature éthologique. Les chercheurs l'appellent le point de non-retour. L'instant où la décision est prise, où les trajectoires sont fixées, où tout ce qui suit n'est plus que mécanique. Notre tyrannosaure n'en est pas encore là. Il est encore à la lisière, encore dans l'ombre des araucaria, encore en train d'observer, d'évaluer, de lire le troupeau avec cette précision sensorielle qui, nous l'avons vu, dépasse largement ce que Hollywood a jamais représenté. Mais quelque chose est en train de changer. Dans le troupeau d'Edmontosaurus, à environ 300 mètres à travers la plaine ouverte, une femelle adulte en bordure de groupe a relevé la tête. Elle a arrêté de brouter. Elle regarde dans la direction de la lisière avec cette fixité particulière que les proies grégaires développent comme premier mécanisme d'alarme. Pas encore la fuite, pas encore la panique, mais cette immobilité tendue qui précède l'une ou l'autre. Elle a senti quelque chose. Pas lui, directement. Le vent n'a pas changé de direction. Mais peut-être une variation infime dans les sons de la forêt. Peut-être l'absence soudaine du chant de certains oiseaux. Ce silence des lisières que les animaux grégaires apprennent à lire comme un texte d'avertissement.
Peut-être simplement cette sensation que les proies développent après des millions d'années de coévolution avec des prédateurs mortels. Une perception diffuse du danger, une élévation du niveau d'alerte général que la neurobiologie moderne commence à peine à comprendre. Elle est immobile, elle regarde, et lui, dans l'ombre, ne bouge pas. Ce qui se joue maintenant est un jeu de probabilités évolutives vieux de plusieurs dizaines de millions d'années. La proie a besoin de confirmer la menace avant de déclencher la fuite, parce que fuir coûte de l'énergie, parce que fuir dans la mauvaise direction peut être pire que rester, parce que dans un troupeau, déclencher une fuite inutile a un coût social. Le prédateur a besoin que la proie reste assez longtemps pour qu'il puisse réduire la distance suffisamment. Les deux sont en train de jouer le même jeu depuis des éternités géologiques. Pendant 30 secondes, une éternité dans le temps de la chasse, rien ne se passe. Puis un juvénile Edmontosaurus, à peine plus grand qu'un poney par rapport aux adultes, s'approche de la femelle en alerte et la heurte légèrement du flanc dans un geste qui ressemble fonctionnellement à ce que nous appellerions une sollicitation. La femelle détourne une fraction de seconde son attention. C'est suffisant. Notre tyrannosaure sort de la lisière. Pas en sprint, pas en charge aveugle. Il sort au pas, à cette allure de croisière mesurée et dévastatrice, sa masse en mouvement créant immédiatement dans l'air de la plaine cette onde de perturbation que les animaux à des centaines de mètres perçoivent d'avant même de le voir. Et alors tout explose. L'Edmontosaurus en alerte émet un son. Pas un cri au sens mélodique du terme, quelque chose de plus guttural, de plus primitif, un signal d'alarme encodé dans sa biologie depuis bien avant que le genre Edmontosaurus existe. Et le troupeau entier réagit en une fraction de seconde. 20 animaux en mouvement simultané, dans une explosion de bruit et de terre retournée, leurs pattes arrière puissantes projetant des mottes de sol détrempées, tandis qu'ils accélèrent vers la forêt opposée. Sauf un, le subadulte boiteux. Il court aussi vite que sa blessure le lui permet, et c'est plus vite qu'on pourrait l'imaginer. Même handicapé, un Edmontosaurus subadulte peut atteindre 30 à 35 km/h en sprint, selon les modélisations publiées par Andreas Christian de l'Université de Flensburg. Mais son allure est asymétrique, son mouvement brisé par cette douleur à la patte droite qui le force à compenser, à redistribuer son poids d'une manière qui coûte de la vitesse et de l'énergie à chaque foulée. Et notre tyrannosaure le lit. En quelques secondes, il a abandonné toute observation du troupeau principal. Il a verrouillé son attention sur cet individu-là. La décision est faite, et maintenant, pour la première fois depuis son réveil, il accélère. Pas jusqu'à sa vitesse maximale, pas encore. Il s'installe dans une allure intermédiaire, quelque chose autour de 15 km/h, une cadence qu'il peut maintenir sur une distance significative sans compromettre ses réserves énergétiques. Il ne court pas après la proie, il court vers elle. Vers un point calculé sur sa trajectoire, tirant parti de son angle d'approche, de la topographie de la plaine, de ce que sa lecture instantanée de la situation lui indique sur la direction probable de fuite. C'est de la géométrie, c'est de la prédiction. Et c'est ici que se révèle l'une des vérités les plus importantes et les moins connues sur Tyrannosaurus rex. Sa supériorité sur ses proies ne reposait pas sur la vitesse pure. Elle reposait sur quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Une étude publiée dans le Journal of Theoretical Biology par Rüger Porter et ses collègues a modélisé les interactions prédateur-proie entre T-Rex et ses proies principales dans l'écosystème de Hell Creek. La conclusion centrale était celle-ci. La vitesse de pointe du tyrannosaure était inférieure à celle de la plupart de ses proies adultes en bonne santé. Mais son avantage résidait dans sa capacité à maintenir une vitesse de croisière élevée sur de longues distances, combinée à sa force de morsure absolument sans équivalent et à ses capacités sensorielles supérieures. En d'autres termes, il ne gagnait pas toujours à la vitesse, il gagnait à l'endurance, à la précision et à la brutalité finale de sa conclusion. Et il gagnait en choisissant bien. Le subadulte boiteux court vers la forêt est. La distance entre eux diminue. Pas rapidement, pas au rythme d'un guépard sur une gazelle. Lentement, inexorablement, avec la certitude géologique d'un glissement de terrain. À 200 mètres, à 150. Le subadulte tente un changement de direction brusque vers la gauche. C'est un réflexe de survie encodé. Les hadrosaures pouvaient changer de direction relativement vite.
leur centre de gravité plus bas et mieux réparti que celui de leur prédateur. Et pendant 1 seconde, cette manœuvre crée une légère divergence de trajectoire. Notre tyrannosaure corrige, pas avec la rapidité d'un cheetah, avec quelque chose de plus lent et de plus implacable. Il compense l'angle perdu en ajustant sa trajectoire, son immense queue pivotant comme un gouvernail pour redistribuer son élan dans la nouvelle direction. À 100 mètres, le subadulte est en train de perdre de la vitesse. Sa blessure à la patte droite, soumise à l'effort maximal du sprint, commence à céder. Son allure se dégrade visiblement, ses foulées devenant plus courtes, plus irrégulières. À 60 mètres. Et là, notre tyrannosaure fait quelque chose que personne n'a pu observer directement, mais que les données biomécaniques permettent de déduire avec une relative confiance. Il accélère pour la première fois à quelque chose proche de sa vitesse maximale. Un sprint court, brutal, ciblé sur les derniers mètres. Parce que c'est là que réside le vrai danger pour lui aussi, dans l'impact final. Dans ces derniers mètres où une proie désespérée peut ruer, mordre, écraser sous son poids. Même une proie mourante peut briser un os. Et un os brisé, pour T-Rex, c'est la mort à terme. À 20 mètres. Le subadulte tente de tourner encore, trop lentement. Et alors, le contact. La mâchoire de Tyrannosaurus Rex se referme. Ce qui se passe dans cette fraction de seconde a été étudié, modélisé, disséqué par des dizaines d'équipes de recherche. La force de morsure de T-Rex, nous l'avons évoquée, mais prenons un instant pour en mesurer la réalité physique. 35 000 à 57 000 newtons. Pour vous donner une référence, la morsure d'un lion adulte est d'environ 4 000 newtons. Celle d'un grand requin blanc, environ 10 000. Celle de T-Rex dépasse l'ensemble du règne animal actuel, et probablement passé pour un prédateur terrestre. Mais la force seule ne suffit pas à expliquer le mécanisme. Ce sont les dents qui font la différence. Les dents de Tyrannosaurus Rex, étudiées en détail par des équipes comme celle de Kirsten Brink de l'Université de la Colombie-Britannique, qui a publié dans Scientific Reports en 2015, ne sont pas simplement de grands couteaux. Elles sont bananes en forme. C'est la description technique. Dentelées sur les bords, avec une structure interne en zigzag que les chercheurs ont comparée à un mécanisme de dissipation des contraintes. Elles ne coupent pas, elles perforent, compriment, broient. Elles sont conçues non pas pour trancher de la chair, mais pour traverser des os. Des os. Tyrannosaurus Rex était, selon la terminologie technique des chercheurs, un prédateur ostéophage, un broyeur d'os. Une étude publiée dans PLOS ONE par Devin Hoffman et ses collègues a analysé des coprolites, des excréments fossilisés, attribués à T-Rex et y a trouvé des fragments d'os compressés, digérés partiellement, prouvant que l'animal ingérait et traitait la matière osseuse comme source nutritive supplémentaire. L'hyène tachetée fait quelque chose de similaire aujourd'hui. Mais l'hyène pèse 80 kg. T-Rex pesait 9 tonnes. La proportion change tout. Le contact a duré une fraction de seconde. L'Edmontosaurus subadulte est à terre. Maintenant vient la partie la moins cinématographique, mais peut-être la plus révélatrice de la chasse. Parce que contrairement à ce que les films montrent, Tyrannosaurus Rex ne secouait probablement pas sa proie dans tous les sens après avoir mordu. Ce comportement, caractéristique des crocodiliens et de certains requins, est mécaniquement désavantageux pour un animal dont la résistance cervicale à la torsion latérale, bien que puissante en morsure verticale, était limitée selon les analyses biomécaniques de Lawrence Whitmer de l'Université de l'Ohio. Ce qu'il faisait, selon les hypothèses les mieux étayées, c'est ce que les chercheurs appellent la morsure en retrait. Il mordait, puis reculait légèrement pour libérer et repositionner. Une morsure, un recul, une autre morsure. Chaque contact ciblé, calculé, visant les zones anatomiquement vulnérables, les vertèbres cervicales, le bassin, la base du crâne. C'est moins dramatique que ce que montre Hollywood. C'est beaucoup plus efficace. 3 minutes après le premier contact, c'est terminé. Notre tyrannosaure est debout, immobile, au-dessus de sa proie. Sa respiration est accélérée. Un animal de 9 tonnes qui vient de sprinter, même sur une courte distance, a mobilisé des ressources énergétiques considérables. Il respire profondément, ses flancs se soulevant et s'abaissant, son sang chargé d'acide lactique dans les muscles des jambes. Et maintenant, quelque chose d'étrange se produit. Il ne mange pas immédiatement. Il attend. Quelques minutes. Debout au-dessus de la carcasse, immobile,
sa tête balayant lentement l'environnement dans un arc de vigilance. Est-ce de l'épuisement? De la précaution? Un comportement territorial visant à marquer la possession de la proie contre d'éventuels charognards? Probablement un mélange des trois. Parce que les charognards arrivent toujours. Dans le Crétacé terminal, les charognards de la formation de Hell Creek comprenaient plusieurs espèces capables de contester, au moins marginalement, la possession d'une carcasse. D'autres théropodes plus petits, des dromaeosaures comme Achéroraptor, des ornithomimosaures, des troodontidés. Et, paradoxalement, potentiellement d'autres tyrannosaures. La propriété d'une carcasse dans le monde Crétacé n'était pas automatique, elle se défendait. Mais pour l'instant, à part le cercle habituel des charognards aviaires, des ptérosaures probablement, qui planent déjà en cercle lent dans le ciel bleu du matin, rien ne s'approche. Il commence à manger. Et ce repas qui représente peut-être la moitié des calories dont il a besoin pour la semaine, va durer des heures. Des heures pendant lesquelles le monde Crétacé va continuer à tourner autour de lui. Des heures pendant lesquelles nous allons découvrir que ce tyrannosaure dominant, ce roi absolu de son écosystème, porte en lui un secret que les paléontologues n'ont découvert que récemment. Un secret qui change tout ce que nous pensions savoir sur sa durée de vie, ses relations sociales, et peut-être même sur la raison pour laquelle, 66 millions d'années plus tard, nous n'en avons jamais trouvé autant que nous aurions dû. Il est 11 heures du matin. La chasse est terminée. Mais la journée ne fait que commencer. Manger. Pour vous, pour moi, pour n'importe quel être humain sur cette planète, l'acte de manger est une routine. Quelque chose que nous faisons plusieurs fois par jour, souvent distraitement, souvent en faisant autre chose en même temps. Quelque chose de si ordinaire que nous avons cessé d'y penser. Pour Tyrannosaurus rex, manger était un événement. Un événement rare, coûteux en énergie à obtenir, et absolument central dans l'organisation de chaque journée, de chaque semaine, de chaque saison de sa vie. Et pour comprendre ce repas particulier, en ce matin de novembre Crétacé, au-dessus du corps d'un Edmontosaurus subadulte, il faut d'abord comprendre quelque chose de fondamental sur le métabolisme de cet animal. Combien mangeait-il? Et combien de fois? C'est une question qui a occupé les paléontologues pendant des décennies, et les réponses ont considérablement évolué à mesure que notre compréhension de son métabolisme s'est affinée. Les premières estimations, fondées sur un modèle ectotherme, un animal à sang froid dont le métabolisme dépend de la chaleur externe, suggéraient qu'un tyrannosaure adulte n'avait besoin de se nourrir que toutes les 2 à 3 semaines. Une sorte de grand crocodile terrestre, digérant lentement entre 2 repas. Nous savons aujourd'hui que c'est faux. Un modèle métabolique mésotherme avancé, celui que les données isotopiques et histologiques soutiennent désormais, implique des besoins caloriques bien plus importants. Une étude de 2022 publiée dans Science Advances par une équipe dirigée par Charles Desmain de l'Université de Chicago a tenté de modéliser les besoins énergétiques journaliers de T-Rex en se basant sur la composition isotopique de l'émail dentaire et les données de croissance osseuse. Leur estimation centrale, avec toutes les précautions d'usage liées à la modélisation d'un animal éteint, suggérait des besoins caloriques journaliers équivalents à ceux d'un grand requin blanc adulte, soit environ 40 à 50 kg de viande par jour en moyenne sur l'année. 40 à 50 kg par jour. L'Edmontosaurus subadulte couché devant lui pèse environ 2,5 tonnes, 2500 kg. Même en tenant compte du fait qu'une large part de cette masse est constituée d'os, que même un T-Rex ne pouvait pas entièrement digérer, et que les viscères et les parties molles se décomposent rapidement, cette carcasse représente une ressource alimentaire considérable. Peut-être l'équivalent de plusieurs semaines de besoin, si elle est consommée intégralement avant que la décomposition ne la rende inutilisable. Ce qui pose immédiatement une question pratique. Peut-il la consommer seul? Et sinon, qui d'autre va venir partager? Mais avant les charognards, avant la compétition, avant la complexité sociale de ce festin crétacé, la mécanique pure du repas elle-même. Il commence par les flancs, pas la tête, pas les pattes. Les flancs, là où la chair est la plus dense, la plus accessible, là où le ratio viande sur os est le plus favorable. Sa tête s'abaisse vers la carcasse avec une précision qui paraît presque délicate pour un animal de cette taille. Ses dents, ses direx, ces dents en forme de banane dont nous avons parlé,
s'enfonce dans le flanc de l'Edmontosaurus avec une facilité déconcertante. La force de morsure n'a même pas besoin d'être maximale ici. La chair musculaire cède facilement. C'est plus loin, vers les côtes, vers la colonne vertébrale, que les vraies capacités de broyage osseux de T-Rex vont se révéler. Il arrache, il avale. Sans mastiquer au sens où nous entendons ce terme. Les dinosaures, comme les crocodiliens et les oiseaux modernes, n'ont pas de mécanisme de mastication latérale. Leur mâchoire ne broie pas de gauche à droite comme les nôtres. Ils mordent, compriment et avalent des sections entières. La digestion commence dans un estomac puissamment acide, dont la capacité à traiter la matière osseuse était, selon les analogies avec les crocodiliens actuels, remarquablement efficace. Des morceaux de chair de plusieurs kilogrammes disparaissent en quelques secondes. Ils mangent vite, pas par gourmandise, par nécessité stratégique. Parce que chaque minute passée à se nourrir est une minute pendant laquelle il est vulnérable. La tête baissée, l'essence partiellement occupée par l'acte alimentaire, son attention divisée entre le repas et la surveillance de l'environnement. Les grands prédateurs qui mangent vite ne sont pas impolis. Ils sont prudents. Et la prudence se justifie. Parce que dans le ciel, le cercle des ptérosaures s'est élargi. Les ptérosaures du Crétacé terminal ne sont pas les créatures frêles et gracieuses qu'on imagine parfois. Dans la formation de Hell Creek et les formations contemporaines, on trouve des restes de Quetzalcoatlus northropy, le plus grand animal volant connu dans l'histoire de la vie sur Terre. Avec une envergure pouvant atteindre 11 mètres selon les estimations publiées par Matthew Whitton de l'Université de Portsmouth et une hauteur au sol en position bipède comparable à celle d'une girafe, Quetzalcoatlus n'était pas un charognard passif. C'était un prédateur actif et opportuniste.